Bonjour, donc Renouveau Médiéval aujourd'hui accueille Aurélie Aiello. Nous sommes, bonjour. Bonjour. Nous sommes au sein de l'échoppe médiévale, donc rue Friant à Paris, qui est quand même un lieu pivot de tous les réseaux médiévaux. Vous avez quelle position par rapport à l'échoppe médiévale? Moi, je me suis occupée et je continue de m'occuper de tout ce qui a plutôt trait à l'événementiel pour l'échoppe. Ouais. Donc j'ai monté le premier banquet médiéval de Paris en 2012. Je travaille actuellement sur la communication de la soirée médiévale qui aura lieu le 25 octobre aux Écuries du Roi, donc Paris 2e. Et donc je gère en fait tout ce qui va être réseaux sociaux, promotion sur le web, rencontres avec la presse, la radio, etc. Ce qui fait que c'est moi qui suis avec vous ce soir. Voilà, grosso modo, ce dont je m'occupe pour l'échoppe. Et comment vous avez connu l'échoppe médiévale? Ça fait combien de temps que vous êtes en lien avec donc Gilles Soulas, qui est on va dire le grand patron de l'échoppe médiévale, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien qu'il soit assez connu dans les milieux médiévaux? Alors moi, j'étais en fait bonne cliente de l'échoppe, et puis je suis rentrée en études il y a peu, puisque c'était en 2011, pour faire un 3e cycle pro, pour me spécialiser en fait dans l'organisation d'événementiels culturels. Et j'avais, dans le cadre de ce diplôme, un projet à monter de pied en cap. Et je suis venue voir Gilles, je lui ai proposé donc de monter un projet. Il m'a parlé de ce banquet qu'il avait envie de monter depuis un certain temps. Et donc voilà, je me suis retrouvée un petit peu comme ça, à porter ce projet. C'était une sorte d'épreuve initiatique pour vous? Disons que ça a été une façon de concrétiser sur le terrain ce que moi j'avais vu à l'école, avec ses bons, ses mauvais côtés, ses difficultés, mais aussi ses grands moments de plaisir. Quand les gens repartent de l'événement avec le sourire aux lèvres, nous demandent expressément quand est-ce que sera le suivant, en parle autour d'eux, voilà, moi c'est ma plus grande satisfaction. Et c'est pour ça que finalement on a réédité cette année, il y a quelques semaines, donc ce banquet médiéval, et qu'on a décidé de décliner cet événement sous une forme un peu plus régulière, sous forme de soirée médiévale dansante en fait. Quel type de danse? Alors tout ce qui va être danse médiévale Renaissance, ce qu'il faut savoir c'est que sur les danses médiévales, on a globalement des informations sur celles de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Donc à proprement parler, ce que nous dansons, ce n'est pas à proprement dit de la danse médiévale, mais plutôt de la danse médiévale Renaissance, puisque c'est à cheval sur les deux. En l'occurrence, ça va être tout ce qui va être carole, branle, etc., etc. Vous-même, vous dansez? Alors je danse un peu, je ne suis pas du tout spécialiste, mais effectivement, par plaisir, je me joins volontiers aux danseurs lors des différentes manifestations. Et alors, j'ai regardé un petit peu votre parcours. Vous étiez déjà plongé, on va dire, dans l'univers moyenâgeux, notamment quand vous étiez petite. Vous étiez très touchée par tout ce qui est légende arthurienne. Effectivement, moi j'ai eu assez jeune un cadeau pour Noël, un gros livre, Légendes arthuriennes, qui reprenait un peu toutes ces légendes, Arthur, Beowulf, etc. Puis je suis tombée un peu là-dedans comme ça au départ. Et puis adolescente, ça a été plus tout ce qui a été jeu de rôle, parce que c'était en plein dans la mode de l'époque. Et puis pour étoffer mes personnages, pour aller chercher un petit peu plus d'authenticité dans ce que je jouais, je me suis mis à feuilleter des documents d'histoire pour essayer de justement donner un peu de corps à tout ça. Et finalement, au fil du temps, j'ai recroisé les légendes arthuriennes en licence, puisque j'ai fait une licence de lettres modernes, donc j'ai lu dans le texte cette fois-ci ces textes que j'aimais tant quand j'étais plus jeune. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dedans, et puis finalement, cette passion-là, elle ne m'a plus lâché, quoi. Et qu'est-ce que vous aimiez donc jeune dans les légendes arthuriennes? Est-ce qu'il y a des personnages particuliers qui vous touchaient? Est-ce que c'est les symboles ou la féerie, les costumes? Alors, ce qui me touchait plus particulièrement, c'était le côté aventure, le côté un peu initiatique. J'aime beaucoup Perceval, par exemple, pour ça, qui part jeune homme et puis qui, petit à petit, au fil de l'histoire, devient un adulte.
J'aime bien aussi le côté fantastique, alors pas au sens moderne du terme, mais le côté un peu justement légendaire du passage en fait que symbolisent notamment les rivières vers l'autre monde, enfin la forêt comme lieu un peu mystique. Enfin voilà, tout ça, ça m'a beaucoup fait rêver plus jeune, et donc ça m'a donné envie aussi d'aller voir justement, quand on parle de gestes arthuriennes, quand on parle de Finamore, etc., ce qu'il en est dans la réalité. Et effectivement, bon, c'est un petit peu moins glamour dans le côté historique que dans le côté littéraire, mais on retrouve quand même un certain nombre comment dire, d'avatars qui sont plus ou moins concrets. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, et c'est ce que je me suis efforcée de faire avec Passion médiévale, c'est de montrer que malheureusement, on a un certain nombre d'idées reçues sur la condition de la femme notamment, mais pas seulement. Je parle de ça en particulier parce que j'ai pas évoqué la Finamore un peu plus haut. Et donc du coup, l'idée, si vous voulez, c'est de montrer que finalement, il y a des choses qui doivent être relativisées, qu'on a tendance à juger beaucoup à l'aune de l'actualité, à l'aune de là où on en est aujourd'hui, alors qu'en réalité, il faudrait se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de ce qui se passait à cette époque-là. Alors, Passion médiévale, qu'est-ce que c'est? Donc, vous en êtes la webmaster, je crois. C'est ça. Et quel est le contenu? Quel est l'objectif de ce site, enfin Alors, le propos de ce site, à son origine, c'était qu'on retrouvait énormément d'informations sur les forums, sur des sites, sur plein de choses qui permettaient à la fois d'avoir des connaissances historiques, d'avoir des tutoriaux pour se créer un costume, d'avoir etc. Et l'idée de ce site, c'était de se dire que qu'on soit reconstituteur, qu'on soit joueur de jeux de rôle, qu'on soit fan de littérature arthurienne ou de fantaisie en général, on a tous une passion, c'est le Moyen-Âge. Et l'idée, c'était de mettre tous ces gens-là à contribution pour pouvoir partager sur la vision des uns, la vision des autres, comment ils envisageaient tel ou tel aspect. Est-ce que dans la littérature, ça prend la même forme que dans l'histoire? Est-ce que l'image du Moyen-Âge qu'on a aujourd'hui, elle est en adéquation avec les faits historiques? Évidemment que non. Pour quelles raisons, etc. Et donc du coup, Passion médiévale, l'idée, c'était, sous forme de petits articles assez courts, de présenter dans différentes thématiques, donc tout ce que j'appelle moi le néo-médiéval, c'est-à-dire le Moyen-Âge dans la musique contemporaine par exemple, qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on en a laissé, dans les jeux de rôle, voilà. Bref, l'idée c'était de réunir tous les passionnés de Moyen-Âge et puis que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il aimait, sur ce qu'il avait envie de partager avec les autres. Voilà, tout simplement. Et quand vous dites réunir, c'est-à-dire est-ce que c'est vous, par exemple, qui écrivez les articles ou est-ce que ce sont des gens qui écrivent des articles que vous mettez ensuite sur le site? Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Comment Alors, pas que. C'est-à-dire que j'écris une partie des articles sur les thèmes qui me plaisent, sur les thèmes qui m'intéressent, mais je laisse aussi la possibilité aux membres qui le souhaitent de poster leur article, qui évidemment sont soumis à validation, donc je relis les articles, je remets un peu en forme quand il faut, etc. Mais il y a la possibilité de contribuer sur Passion médiévale. Sinon, le site perdrait énormément de son intérêt. Mais il est très très riche, hein, parce qu'il y a les articles, il y a le côté historique, le côté reconstitution historique, vous avez une partie peut-être vente d'objets également, je me rappelle plus parce qu'il est tellement riche que j'ai pas tout vu. Qu'est-ce qu'il contient d'autre que les articles, hein? Alors, en gros, il contient principalement des articles iconographiés à chaque fois, donc avec des illustrations, avec donc un certain nombre de liens aussi. Je m'attache beaucoup à mettre les sources en ligne. Il contient également de la vidéo, parce que quand je parle d'un groupe de musique par exemple, j'aime bien que les gens puissent se représenter ce que ça donne en live. Donc je vais chercher sur YouTube des vidéos que je mets en lien, de façon à ce que les gens puissent se représenter l'ensemble de ce que ça peut être. Il y a une playlist Deezer que je mets à jour régulièrement avec tout ce qui va être à la fois musique d'inspiration médiévale, donc musique moderne,
mais qui reprend des thématiques, soit de la légende arthurienne, soit du folklore médiéval en général. Voilà, en gros, tous les supports médias, j'utilise volontiers tous les supports médias qui peuvent permettre d'illustrer les propos qu'on a sur le site. C'est que vous faites en quelque sorte un rôle de passeur, de transmission de patrimoine. Est-ce qu'on peut parler de transmission de patrimoine? L'idée, c'est tout à fait ça, effectivement. C'est de permettre aux gens qui le souhaitent d'avoir sous la main un peu de lecture, et puis surtout beaucoup de sources qui permettent d'aller plus loin. L'idée, c'était ça. Quand j'ai commencé à chercher des choses sur le sujet, je me suis retrouvée avec deux alternatives. Soit des livres en bibliothèque parisienne, et je ne suis pas du tout parisienne, donc il fallait que je monte en bibliothèque exprès pour aller feuilleter tel ou tel livre ou photocopier telle ou telle page. Ou on commence à essayer de regarder un petit peu sur les livres disponibles sur le web, ce qu'on peut trouver, etc. Puis à commander, puis à faire les bouquinistes, et voilà. Et l'idée, c'était que toutes ces sommes de sources que je pouvais accumuler, de les partager avec les gens en écrivant tel ou tel article. Voilà. Il y a combien de temps que vous avez fondé ce site? Alors j'ai créé Passion médiévale en 2009. Oui. Et donc de votre propre initiative? De ma propre initiative. De votre passion qui est né ce site? C'est ça. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi vous êtes tourné donc vers les shops médiévales. C'est aussi par passion, outre peut-être le hasard qui vous a fait rencontrer Gilles Soulas, ou alors le hasard faisant bien les choses. Donc il a été mis sur votre chemin pour ça aussi. Donc maintenant vous avez aussi une envie de transmettre, on va dire, le patrimoine à travers les danses. C'est ça. Alors, il y a eu deux projets. Mon premier projet, c'était de m'appuyer sur le fait que la cuisine française est entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, oui. Notamment le repas traditionnel français, pour reprendre l'intitulé exact. Et donc, mon idée, c'était d'utiliser un banquet médiéval pour permettre aux gens de connaître l'histoire de ces plats traditionnels qui sont aujourd'hui symboles de la France à l'échelle mondiale. Ils ont une histoire, eux aussi. Ils sont issus plus ou moins fidèlement de recettes qui sont bien antérieures à ce qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes. Et l'idée de ce banquet, c'était de dire, bon voilà, on se réunit effectivement pour quelque chose de festif, mais on se réunit aussi pour donner aux gens un aperçu de ce que pouvait être un plat médiéval, un banquet médiéval, donc avec ces 7 plats, donc un repas assez pantagruélique, effectivement. J'imagine, oui. Et donc l'idée, c'était ça, de mettre en vie des recettes et de donner à goûter des recettes médiévales. Avec la soirée du 25, on est sur une autre optique, puisque là, il n'y a pas de restauration. On est dans une optique de partage musical avec la Carité de Diangamor, qui est donc un groupe qui s'appuie beaucoup sur tout ce qui est musicologie, archéomusicologie, etc. Pour pouvoir donner aux gens simplement l'envie de danser, de découvrir cette ambiance dans un cadre qui est quand même très marqué, comme vous pourrez le voir si vous passez sur notre page Facebook, sur les photos du dernier banquet par exemple. Voilà, l'idée c'est vraiment de transporter les gens à une autre époque, et tout en gardant ce fil historique de dire on va vous montrer ce que pouvait être la danse à la fin du Moyen-Âge, ce que pouvait être, ou au début de la Renaissance, ce que pouvait être la cuisine à cette époque. Voilà. L'idée c'est de conserver toujours à la fois le côté ludique, mais aussi l'aspect peut-être pas historique, parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à refaire le plat à l'identique qu'on le faisait à l'époque, et c'est pas ce qu'on cherche, mais de donner aux gens des clés de lecture pour se dire au moins une fois, tiens, j'ai goûté ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ou j'ai dansé ça, c'était dur, pas dur, et puis ça me fait penser peut-être aux pâtes bourrées que dansait ma grand-mère, etc. etc. Est-ce que vous pouvez me décrire par exemple un banquet, un des derniers banquets que vous avez organisé, comment ça se passe? Quelqu'un qui arrive, on va dire, qui n'a jamais vécu de banquet médiéval, donc comment ça se passe? Alors, la personne qui n'aurait jamais vécu de banquet médiéval est accueillie donc, par les derniers trouvères qui sont à la porte. On fait un accueil chanté, donc au fur et à mesure, tous les convives arrivent, se changent, puisque les costumes sont obligatoires pour toutes nos prestations. Donc les derniers trouvères, c'est
C'est aussi un groupe de chant. C'est aussi un groupe de chant, effectivement. Ouais. Donc c'est le groupe de chant qui intervient sur nos banquets médiévaux. Et donc l'idée, c'est que les gens se costument, donc viennent à table. Il y a toute une intervention qui est faite sur les règles de convenance au repas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on voit dans les films, et notamment le très court passage des visiteurs où on voit Godefroy jeter un morceau de sa nourriture à Jacouille la fripouille, sur le tapis, sur le tapis, eh bien, au Moyen-Âge, ça n'avait pas lieu. Alors effectivement, on conservait les tartines des tranchoirs pour les donner aux pauvres. Donc on les mettait de côté et on donnait ça ensuite aux pauvres. Mais il y avait quand même à table des règles de convenance, à commencer par se laver les mains, ne pas parler la bouche pleine, finalement pas si lointaines que les règles aujourd'hui qu'on peut avoir à table. Oui, la base de la bonne éducation. La base de la bonne éducation, c'était déjà pratiqué à cette époque-là. Et alors pour les costumes, par exemple, donc ici les shops médiévales est un des lieux où on peut trouver certainement le plus de costumes médiévaux. Donc est-ce qu'ils viennent ici? Est-ce que les gens trouvent des costumes sur place? Alors on a les deux possibilités. D'abord on a trois possibilités en réalité. On a les gens qui ont déjà des costumes médiévaux chez eux, donc qui viennent naturellement avec leurs propres costumes, ça pose aucun problème. Ensuite on a les gens qui viennent sur place et prennent leurs costumes sur place. En général c'est un costume un petit peu plus simpliste, avec un tabard, une ceinture, voilà, quelque chose d'un petit peu suffisamment costumé pour qu'il soit dans l'ambiance, mais pas trop pour pas qu'il soit dérangé non plus par l'aspect costume. Parce qu'il arrive des fois que les gens soient un petit peu gênés par ça. C'est-à-dire qu'ils se marchent sur les... non, pas du tout. Non, juste qu'il y a des gens qui ont des a priori parfois un petit peu sur le costume. Ah, donc, qui n'aiment pas n'aiment pas se costumer ou qui n'ont pas envie. Ou voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simpliste. On n'a jamais rencontré le cas sur place, mais je sais qu'en boutique, par exemple, j'ai déjà eu quelquefois des gens un petit peu désabusés par le fait de devoir se costumer pour aller à un mariage médiéval, par exemple. Bref. Et comment vous arrivez à leur faire passer le cap, ou est-ce qu'on y arrive? Alors l'idée, si vous voulez, c'est d'accompagner les gens dans le choix de leur costume. C'est-à-dire que il faut être à l'écoute de la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de porter, quel serait le personnage qui, selon elle, lui plairait le plus. Est-ce que ça va être un paysan? Est-ce que ça va être quelqu'un de plus martial, plus guerrier? Enfin, il y a tout un accompagnement qui se fait en boutique. Et donc pour en revenir au troisième cas, justement, on fait aussi de la location de costumes ici en boutique. Et donc du coup, les gens viennent soit louer, soit même parfois acheter, ça c'est déjà vu, un costume pour l'occasion. Et là on va être vraiment dans l'accompagnement voilà, en fonction des goûts de la personne, des coloris qu'elle a envie de choisir. Voilà. Et quels sont les costumes les plus demandés pour les messieurs, pour les dames? Qu'est-ce qui attire le plus? Ou est-ce qu'ils ont des références de personnages? D'une manière générale, on a beaucoup de références à tout ce qui va être assez porté sur Arthur. On va avoir des références aussi sur tout ce qui va être de l'univers du jeu de rôle un petit peu, avec des films clés, enfin des Templiers notamment, des choses comme ça. Après, en termes de costumes pour les femmes, la robe de princesse, c'est un petit peu archétypal dit comme ça, mais c'est vrai que en général, quand les dames viennent à la boutique, elles sont assez émerveillées par le stock énorme de robes qu'il peut y avoir, et surtout par le côté princesse, le côté retour à l'enfance aussi. Parce que la belle robe, voilà, c'est un peu ça, ça fait écho à ça aussi. Et alors ces costumes-là, vous avez des artisans qui travaillent pour vous en particulier? Comment ça se passe, hein? Alors on a un certain nombre de fournisseurs, alors pour certains produits artisans, pour d'autres pas forcément, ça dépend des produits. Voilà, on mêle les deux en fait. Et alors il y a l'aspect costume, il y a aussi toutes les... j'imagine qu'il y a beaucoup de messieurs aussi qui sont intéressés par le côté un petit peu martial, chevalerie, donc vous avez des armes, vous avez... Tout à fait, on va avoir tout ce qui est armes. Alors à partir de là, il nous faut distinguer deux choses.
Tout ce qui va être arme de décoration, donc qu'on accroche au-dessus de sa cheminée, qu'on met accroché sur un mur avec un bouclier, etc. Donc ça c'est très bien. C'est de la très très belle décoration le plus souvent. Moi-même j'en ai à la maison et c'est très joli, j'aime beaucoup. Mais il faut distinguer ça de tout ce qui va être arme de combat. Parce qu'effectivement, les armes de décoration, si on s'amuse un petit peu avec, on s'aperçoit très vite qu'en 2 coups de cuillère à peau, ça s'émousse, que la lame de l'épée, donc qui est en fait, comment dire, le fil de soie qui est à l'intérieur du pommeau, donc du manche de l'épée, finit par se casser, puisqu'avec la résonance, la lame se casse. Enfin voilà, les armes de décoration, elles ne sont pas faites pour le combat, et les armes de combat, c'est dommage de les garder pour de la décoration. Donc nous on a les deux, on vend les deux ici à l'échoppe. Et voilà. Et donc qu'est-ce qui attire le plus également au niveau des armes? Alors là, je serais bien incapable de vous dire précisément ce qui attire le plus. Je pense qu'on vend pas mal d'épées, ça c'est toujours le côté chevalier, etc. Après, on a le mythe de la princesse, on a voilà, le chevalier, mais c'est ça, de toute façon, globalement, cette époque-là, elle fait référence à beaucoup de choses. Et je pense que les gens, et que ce soit des pratiquants de jeux de rôle grandeur nature, que ce soit les gens qui viennent à nos soirées, que ce soit les gens qui sont fans d'histoire médiévale, à la toute origine de ça, je pense en tout cas, moi ça a été mon cas, je suis rentrée là-dedans par la littérature, mais il y a tout un imaginaire, et si on est fan de ça, c'est que cet imaginaire nous parle. Après, soit on choisit d'aller plus concrètement en se disant, bon d'accord, j'adore ce côté imaginaire, mais je veux aussi savoir comment c'était vraiment. Auquel cas, eh ben, on fait comme moi, un peu de recherche historique, on commence à glaner des infos de ci, de là. Ou on reste dans ce côté imaginaire, et à ce moment-là, on reste dans le côté jeu de rôle, jeu de rôle grandeur nature, jeux vidéo aussi, pourquoi pas, après tout, il y en a. Et voilà. Mais dans tous les cas, on est passionné par la même période. Et vous, quand vous faisiez vos jeux de rôle, est-ce que vous aviez des personnages précis que vous campiez ? Non, pas particulièrement. Enfin, j'ai pas eu de personnages précis, historiques. Après, bon, moi, j'ai toujours eu d'ailleurs, et j'ai toujours une préférence pour celui qui tape plutôt que pour celui qui fait du dégât à distance. Mais après, c'est un choix. C'est un choix. Après, je pense que chacun choisit son personnage en fonction de sa personnalité et de ce qu'il aime. Et moi, personnellement, bon, les combats à distance, ça m'intéressait pas trop. Mais c'est une question, encore une fois, de personnalité. Et puis finalement, c'est comme jouer un rôle au théâtre. Est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui aime jouer Cyrano de Bergerac de connaître par cœur le contexte de l'écriture du roman d'Edmond Rostand, quoi. Je crois pas. Donc du coup, en fait, ce sont deux passions indépendantes. Vous allez avoir des médiévistes qui vont vous dire « Ah non, non, moi le jeu de rôle va des rétros, de toute façon ce qu'ils font c'est pas historique, etc., etc. » Mais moi je pense que ce sont deux passions qui, certes, sont extrêmement différentes, mais en même temps touchent aux mêmes thématiques, même s'ils les lisent et les vivent de façon différente. C'est-à-dire qu'on retrouve, j'allais dire, l'éternelle opposition entre les reconstituteurs, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui sont fidèles à un côté historique, c'est ça. Et ceux qui finalement prennent ça comme un jeu, comme un amusement, ou le côté animation. C'est ça. Alors après, avec plus ou moins de vindicte d'un côté comme de l'autre, c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent uniquement à se faire plaisir, sans forcément vouloir faire de l'historique pur. Alors ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. Je me mets à la place des reconstituteurs aussi qui se donnent du mal à essayer de donner une tonalité juste à ce qu'ils font. Et c'est pas forcément évident d'accepter que d'autres le fassent à la petite semaine aussi, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que les gens qui ont envie de se faire plaisir se priveraient de ce plaisir-là ? Alors après, je prends parti ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Moi, je touche un peu aux deux. Voilà, donc je suis pas du tout. Enfin, je suis plus rôliste depuis fort longtemps. Donc je suis très ancrée maintenant côté historique. Je suis bénévole aussi sur des festivals comme Fou d'Histoire de Pontoise, qui aura lieu dans pas très très longtemps maintenant. Je crois que c'est à la fin novembre, il me semble. Oui, le 16 et 17 novembre. 16 et 17 novembre, voilà, c'est ça.
Donc moi je suis plus dans le côté événement touristique, enfin touristique, oula, ça va plus loin. Événement historique. Ouais. Et effectivement touristique aussi, puisque l'objectif c'est de toucher un maximum de gens, donc faut pas se le cacher non plus. Mais du coup, moi je trouve que les deux univers sont pas forcément incompatibles. Et est-ce que les gens qui viennent ici à l'échoppe médiévale, il y a à la fois des reconstituteurs et des gens qui viennent se faire plaisir, ou vous avez une clientèle plus particulièrement dédiée? Alors, je pense qu'on a des deux. Je pense qu'on a des deux à l'échoppe. C'est-à-dire que sur certains produits, les gens vont venir chercher plutôt. Les gens vont être plutôt reconstituteurs. Sur d'autres produits, on va avoir plutôt les gens qui viennent chercher des compléments de costumes avant de partir en GN, des choses comme ça. Nous, on cible les deux publics. De partir en GN. Alors, de partir en jeu de rôle grandeur nature. Ah oui. Voilà. Le GN, c'est le grandeur nature, donc c'est effectivement la grosse différence entre le jeu de rôle papier, donc celui où on est autour d'une table avec un dé, avec des dés, un crayon, où on va être en quelque sorte comme dans une pièce de théâtre, jouer son personnage avec un meneur de jeu qui raconte une histoire. Qui à un moment s'arrête et dit bon alors maintenant vous faites quoi, simplement en parlant. Simplement en parlant. Il n'y a pas de costume. C'est juste comme après, si vous écriviez une pièce de théâtre ensemble. C'est ça. Après c'est aussi le costume ou pas, ça dépend des ambiances, ça dépend de ce qu'on a envie de créer. Nous, en tout cas avec mes amis, quand on faisait du jeu de rôle, on était en costume autour de la table, on avait de la déco sur la table, on avait une lumière blanche pour faire le jour et la nuit quand on était... voilà, on avait le meneur de jeu qui passait des musiques pour se mettre dans l'ambiance. Enfin, voilà, on était plus dans le domaine du théâtre que dans le domaine du jeu façon Monopoly. Mais après, c'est un choix. Il y a certains meneurs de jeu qui aiment bien aller plus loin, d'autres qui préfèrent simplement se contenter du dé, du crayon, etc. C'est un choix. À chaque fois, il y a un meneur de jeu? Alors, dans tous les jeux de rôle, il y a un meneur de jeu. Et comment il officie, je sais plus dire, il est désigné, il est s'auto-proclame, comment ça se passe? Ça dépend des jeux, d'une manière générale, le maître du jeu, ça peut être soit toujours la même personne qui va mener différentes parties, soit en fonction des capacités de chacun sur tel ou tel jeu, un qui mène une partie un vendredi, et puis l'autre le vendredi d'après qui mène sur un autre jeu par exemple. Donc l'idée, si vous voulez, du meneur de jeu, c'est que lui connaît le scénario, puisque c'est lui qui l'a travaillé, qui l'a écrit, qui l'a préparé, et il fait jouer le reste de la tablée. Pour les amener à faire ce scénario, où il communique le scénario et chacun dit ben, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Non, il est conduit dans le scénario. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme dans les contes, il va y avoir une situation initiale. Voilà, vous êtes un groupe, vous êtes dans une taverne, il se passe ça, ça, ça et ça, que faites-vous? Alors, il y en a un qui va dire, ben, moi je vais me mettre au comptoir et puis je vais boire un coup, puis je vais écouter ce qui se dit. Il y en a un autre qui va dire, ben, moi je vais aller voir telle table. Celui qui rapine et qui fait le voleur, il va dire, ben, moi je vais soulager quelques bourses, etc., etc. Et donc tout se tire au dé. Toutes les résolutions des actions se tirent au dé. Et le MJ qui a une grille, en fonction des résultats, valide ou non. Le maître du jeu, donc celui qui gère. Pardon, autant pour moi. C'est tellement l'habitude que je devrais détailler. Non, mais c'est bien. Et donc, du coup, l'idée, c'est que le scénario, c'est une histoire progressive. Donc, en fonction de la résolution ou pas de certaines actions, vous allez avoir un certain nombre d'indices qui vont vous permettre d'évoluer dans le scénario ou pas. Et donc, du coup, ce que vous faites va déterminer votre capacité à résoudre ou pas le scénario et parfois même l'ensemble des quêtes, puisque vous pouvez très bien avoir plusieurs scénarios successifs pour arriver à faire une quête complète. Ah, donc il y a une quête, il y a une quête, il y a un but. Il y a un but, voilà. Il y a un but. Alors ça peut être effectivement de retrouver un objet dans un donjon, ça peut être de croiser tel ou tel personnage qui doit vous remettre un document, ça peut être vous êtes mercenaire pour un grand bonnet dans une grosse ville, et puis il va vous arriver tout un tas d'aventures. Voilà, ça peut être plein de choses. Et alors les dés, c'est pour Les dés, en fait, c'est ce qui va permettre
Alors après on rentre dans les systèmes un petit peu particuliers parce que chaque jeu de rôle va avoir son système de dés bien à lui, donc je ne vais pas détailler. Mais le dé en tout cas, en fonction du score que vous allez faire au dé, va vous permettre de réaliser ou non cette action. Si vous faites un jeu de dés et que votre chiffre est bon, votre action elle est validée, donc elle se déroule. Si vous faites un mauvais score, il vous arrive une catastrophe. Laquelle, c'est le MJ qui décide. De toute façon, dans les jeux de rôle, le MJ est Dieu, c'est lui qui décide de tout. Ouais. Pour résumer simplement, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fonction des dés, lui il va lancer les dés en même temps que vous, et un score va s'appliquer à votre lancer et au sien, et en fonction de ce qui se passe, et bien soit vous réussissez votre action, soit vous la ratez. Et on est obligé de passer par les dés pour réaliser une action. Ça dépend du jeu de rôle. Il y a des jeux de rôle avec des dés, il y en a d'autres qui n'en ont pas, enfin ça dépend. En fait, si vous voulez, le jeu de rôle, c'est un petit peu le principe, je ne sais pas si vous avez connu, mais probablement les gens qui regarderont cette vidéo et qui ont mon âge ou un petit peu plus vieux se rappelleront des livres dont vous êtes le héros. Est-ce que vous aviez connu ces livres-là? Non. Alors ces livres-là, en fait, c'était des livres très simples, où vous aviez une succession de petits paragraphes avec des numéros. Et lorsque vous commenciez à la fin de chaque paragraphe, on vous dit, alors, soit vous choisissez telle option et vous allez au paragraphe numéro tant, soit vous choisissez telle option et vous allez au paragraphe numéro tant. Et vous incarnez le personnage et vous allez choisir les différents passages, sachant que d'un paragraphe à l'autre, vous pouvez mourir à tout moment et être obligé de recommencer le livre au début. Enfin, bon, voilà. Et ça, c'était spécifique médiéval ou c'est un cheminement de héros en général? C'est une série de livres. Alors il y avait les Loups solitaires, si je me souviens bien, qui étaient plus axés médiéval fantastique. Vous aviez, moi j'en ai eu des Sherlock Holmes aussi. La série Le Masque de sang, si je me souviens bien, c'était plutôt à l'époque de D'Artagnan. Voilà, vous avez eu plein de livres comme ça à plein d'époques différentes. Et c'est un petit peu aussi ce qui m'a poussé à jouer, dans le sens où moi j'adorais ces bouquins-là, j'étais très très fan de ces trucs-là. Et du coup l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir être le héros de son propre livre. Et le jeu de rôle, c'est un petit peu pareil. Bien, c'est bien passionnant tout ça. Alors on va peut-être faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure, merci. Bien, alors toujours au sein de l'échoppe médiévale qui est donc l'antre du Moyen-Âge et peut-être du celtisme, je ne sais pas d'ailleurs, mais enfin là nous sommes en période Moyen-Âge. Nous sommes en compagnie de Aurélie Aiello, qui contribue à cette échoppe médiévale et qui est également organisatrice des banquets, des soirées médiévales dont on va parler. Alors nous étions dans le domaine passionnant des jeux de rôle. En même temps, derrière nous, on a beaucoup d'ouvrages. Alors, est-ce que les gens qui viennent ici, alors on a vu, il y a certains reconstituteurs qui viennent, ceux qui viennent pour les jeux de rôle, chercher des costumes, donc d'autres qui viennent pour faire des banquets. Est-ce que vous avez des intellectuels qui viennent chercher des ouvrages particuliers? Vous qui avez... Alors a priori, on a un certain nombre d'ouvrages en boutique, on a aussi une boutique Amazon sur lesquelles on vend un certain nombre d'ouvrages. Donc d'une manière générale, les gens effectivement ont accès à nos livres par le biais d'Internet et peuvent les commander par le biais d'Internet. L'idée étant que les gens puissent, encore une fois, se fournir en livres relativement facilement, ou en livres de tout ordre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez par exemple? Qu'est-ce que vous venez chercher? Et vous qui avez fait des études littéraires, est-ce que vous avez vous-même... vous êtes intéressé à certains ouvrages Moi, j'ai pas d'ouvrage de prédilection. D'une manière générale, n'étant pas parisienne, je me fournis pas sur Paris, donc c'est un petit peu délicat de trouver, mais je fais beaucoup les bouquinistes. Je suis une grande fervente, notamment de la grande grange pleine de livres d'Emmaüs à côté de chez moi, et où on trouve parfois des petits bijoux d'ouvrages sur le Moyen-Âge. Après, en termes d'auteurs, il y a, je pense, moi j'ai beaucoup effectivement apprécié Régine Pernoud, qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. Oui. Après, je n'ai pas d'auteur de prédilection en particulier.
Alors, Régine Pernoud, vous disiez c'était plutôt les historiciens qui viennent chercher ce genre d'ouvrage. Voilà, les historiens vont venir pardon, chercher naturellement plutôt des ouvrages à portée historique, tandis que moi, de mon profil de littéraire, ce que je vais aller plutôt chercher, ça va être tout ce qui va être littérature d'époque. Je pense aux Lettres de Marie de France, pour lesquelles j'ai un grand attachement. Je pense aussi à tout ce qui va être le Lancelot Graal. Voilà, grosso modo, si ça sort aux éditions Lettres Gothiques en bilingue ancien français, français moderne, vous pouvez être sûr que ça va atterrir sous peu dans ma bibliothèque. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'intellectuels à la fois dans le milieu médiéval en général et ici en particulier, ou est-ce que les gens viennent plutôt pour le côté festif? Alors ici à l'échoppe, je pense que les gens viennent plutôt pour le côté festif et d'une manière générale pour, on va dire, leur passion, quelle qu'elle soit. Maintenant, en termes, je pense qu'effectivement, les gens vont aller chercher les ouvrages le plus souvent en bibliothèque dans un premier temps et éventuellement commander pour les ouvrages les plus récents. Mais pas forcément ici. Parce que le plus souvent, ce sont des livres très spécialisés que les historiens recherchent. Comme quoi, par exemple, vous avez des livres en tête Non, pas particulièrement. Qu'est-ce que je pourrais vous citer Je pense à un ouvrage, alors je me souviens malheureusement plus du nom de l'auteur, mais un ouvrage très intéressant que j'ai lu lorsque j'ai préparé le banquet, qui s'appelle Être à table au Moyen-Âge. Et en fait, il s'agit d'un recueil, et pour le coup, c'est un ouvrage littéraire, c'est un recueil d'études sur la manière dont est perçu le repas médiéval dans la littérature. Là, on n'est plus du tout dans le côté histoire. Et c'est ça qui est intéressant, justement, pour moi, à mon sens, avec le Moyen-Âge, c'est qu'on jongle sans arrêt entre le côté historique, le côté, entre guillemets, quête de ce que c'était à l'époque, et le côté, qu'est-ce qui nous en reste. Donc, la littérature, les iconographies, comment interpréter telle ou telle image. Voilà, c'est toujours ce côté un petit peu délicat, où on est un peu comme un funambule sur un fil, entre l'image qu'on en a aujourd'hui, ce que ça pouvait être éventuellement à l'époque, et ce qu'il en était vraiment, ce qu'on ne saura jamais. Et c'est ce que vous attachez à faire, enfin en tout cas vous tenez compte de ces données-là pour organiser donc vos banquets et vos soirées médiévales? Alors j'essaye d'en tenir compte au maximum. Ouais. D'une manière générale, notamment pour le banquet, parce que j'ai plus travaillé cet aspect-là sur le banquet, je me suis appuyée sur des recettes d'époque que je suis allée chercher dans le Ménager de Paris, etc., dans le Taïwan, voilà, dans des ouvrages. Donc c'est vous qui choisissez les recettes, j'imagine que vous avez un cuisinier c'est ça. Qui vont s'occuper de réaliser ces recettes, mais c'est vous qui concevez le banquet de A à Z. C'est moi qui ai conçu effectivement le banquet dans l'animation, de A à Z, oui. dans la décoration, dans les recettes, donc dans le. C'est ça. Je sais pas, éventuellement l'animation, comment ça se passe? Alors moi je me suis attachée particulièrement dans ce projet-là à l'aspect gustatif. Ouais. C'est-à-dire que l'aspect culinaire, je me suis vraiment attachée à cet aspect-là. Il me paraissait important déjà que les recettes soient authentiques, parce que l'idée c'est de donner aux gens un aperçu. Si c'est pour faire du tout prêt, c'est pas vraiment intéressant. Ensuite, l'idée, c'est aussi de se dire qu'il faut que ces recettes, elles soient adaptables à un palais contemporain. C'est-à-dire que si je me contente de cuisiner tel que c'est écrit, d'abord dans les livres de recettes médiévales, c'est pas comme nos recettes actuelles où on a prenez 500 g de farine, battez vos œufs avec la farine, mettez votre sucre, etc. On a un certain nombre d'éléments, mais on ne vous dit pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le transmis du spécialiste au commis, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de trace écrite de comment on fait. Par contre, on vous dit sommairement comment il faut la préparer. Donc du coup, il y a un vrai travail qui a été fait
notamment par des gens qui ont vulgarisé, je pense notamment aux ouvrages des éditions Emdal qui sont très bien pour ça, qui ont vulgarisé les recettes, qui les ont transposées en cuisine contemporaine. Donc vous avez la même recette, mais on vous explique comment la faire et on vous fait une proposition de ce que ça pouvait être. Et on vous explique comment refaire cette proposition. Donc nous, on a eu un vrai travail avec le cuisinier des Écuries du Roi pour remettre en contexte les recettes en question que je lui ai communiquées, et puis pour voir si gustativement parlant ça marchait. Parce que l'idée c'est de proposer aussi non seulement quelque chose d'authentique, mais quelque chose de bon. Donc on a eu des tests, Ouais. on a goûté. Puis on a vu qu'il y avait des choses qui passaient bien, des choses qui passaient moins bien. Donc du coup, on adapte aussi au fur et à mesure. Alors, 7 plats, il y avait, vous disiez pour le dernier plats, banquet, oui. c'est énorme. C'est-à-dire que les banquets médiévaux étaient traditionnellement je veux dire, aménagés, conçus comme cela. Il y avait 7 plats. Alors en principe, nous on a choisi 7 parce que effectivement j'ai voulu volontairement que chacune des parties du repas ait un plat. Maintenant, à l'époque médiévale, il n'y avait pas forcément 7 plats, il pouvait y en avoir beaucoup plus. Il y avait en général plusieurs plats qui étaient servis pour chaque partie du repas. Qu'est-ce que vous appelez les parties du repas Alors, vous avez, en gros, pour faire simple, l'équivalent d'une entrée. Vous avez un plat de viande. Vous avez ensuite ce qu'on va appeler les entremets, le rôt. Vous allez avoir toute une succession comme ça de plats. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la desserte, qui est l'équivalent de notre dessert, et le boutehors, qui va être le digestif. Et là, par exemple, le menu que vous avez composé pour le dernier banquet, qu'est-ce que c'était? Alors nous, on avait tablé sur des terrines, avec une porrée au poireau. Une porrée au poireau. Une porrée au poireau. C'est une sorte de soupe, qu'est-ce que c'est? Alors la porrée au poireau, en fait, c'est l'ancêtre de ce que nous, on appelle aujourd'hui la purée. Donc la porrée au poireau, c'est du poireau avec une sauce qui, on va dire, ressemble un peu à la béchamel en texture, même si elle n'en est pas réellement une. Et donc du coup, ça donne, donc le poireau est coupé en fines lamelles et ça fait comme une espèce de purée. Ensuite, on avait un poulet au verjus avec des carottes au cumin. Et on avait ensuite des rissoles. Alors la rissole, en fait, c'est ça s'apparenterait aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler une grosse raviole. Voilà. Donc une rissole avec alors on peut les faire à la viande, on peut les faire aux fruits pour le dessert. Ensuite, on avait une poire à l'hypocras et au sirop pour le dessert. Et ensuite, on avait quelques fruits confits pour le digestif, pour le boutehors. Est-ce que vous avez appelé le rôt tout à l'heure? C'était quoi dans ce menu-là? Alors, c'était le poulet au verjus avec oui. Avec le Vous parliez de viande, après voilà, de l'entremet et après le rôt. Alors, le rôt et la viande, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord, oui. Et alors, donc, comment ça s'est été... Donc, on parlait de comment ça s'organise le banquet. Donc, les gens, on va dire, arrivent, se costument. Ensuite, ils s'installent à table, on attend les arrivants. Il y a donc tout ce qui va être un peu de musique festive. On va avoir des échanges sur tout ce qui va être les convenances de table, un échange qui se crée, une animation qui est faite par les derniers trouvères. Et puis ensuite, le plat démarre. Donc le repas démarre en musique, le repas a lieu en musique, on a des moments, des intermèdes où on sort danser un peu, parce que vous vous doutez bien que cette plat, si on fait pas une petite pause entre, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. et donc l'idée, si vous voulez, c'est vraiment que les gens passent un bon moment. Donc à titre indicatif, on a commencé à manger au dernier banquet, aux alentours de 12h30, 13h45, et on est sorti de table grosso modo à 4h30.
Oui, comme les repas d'antan où on passait la journée à table finalement. Et est-ce qu'il y a un rituel précis, par exemple, pour s'organiser autour de la table? Est-ce que il y a les personnages? Alors, est-ce que vous placez des personnages importants, moins importants? Est-ce qu'il y a... Nous, on pousse pas jusque-là. Mais effectivement, à l'époque médiévale, vous aviez les tables, entre guillemets, des hôtes de marque, qui étaient au milieu. Vous avez donc la personne qui accueillait, les hôtes de marque qui étaient autour de lui, et aux grandes extrémités, les gens de peu, c'est les gens les moins importants. Et donc on servait d'abord la table centrale, et puis ensuite, petit à petit, on déclinait sur les côtés. Et en l'occurrence, nous, on ne le fait pas. Mais en principe, si on voulait respecter ce rituel-là, on devrait. Et est-ce par exemple, est-ce qu'il y a un homme, une femme, ou est-ce qu'il y a des... On laisse les gens se placer librement. C'est pas toujours évident déjà d'arriver dans un contexte où on n'est pas trop habitué, où on se demande un petit peu ce qui va se passer. Si en plus on sépare les hommes des femmes, les copains des copines, etc., je trouve que c'est un petit peu dur. Donc nous, pour nous, en tout cas en ce qui nous concerne, le placement est libre. Et donc, apparemment, ce sont des groupes d'amis qui viennent, ou c'est des couples? Est-ce que ce sont déjà des initiés, ou c'est plutôt des gens qui viennent découvrir? Alors, on a un peu tous les publics. C'est-à-dire que, d'une manière générale, pour ce que j'en ai constaté sur les 2 éditions précédentes, on est sur une moyenne d'âge, on va dire, de 30-35 ans. Avec parfois des gens plus âgés, parfois des gens plus jeunes, c'est une moyenne. Au global, ce sont des gens qui viennent le plus souvent entre amis ou en couple. J'ai rarement vu de personnes venir seules. Après, effectivement, ça peut être, ça varie entre la bande de potes qui vient à 7 ou 8 couples et la famille qui vient à 4-5. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Un dépaysement, de l'exotisme? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Un petit peu des deux, je pense. Un peu des deux. Le côté festif, le côté ambiance costume, le côté danse, le côté... voilà. Je pense que, effectivement, le dépaysement, il joue pour beaucoup. Mais pas que. Il y a vraiment une envie de découverte, peut-être de curiosité culinaire aussi. J'ai un certain nombre de gens sur la première édition qui m'ont renvoyé des messages pour avoir les recettes de ce qu'ils avaient mangé au repas. Ouais. Donc que je donne volontiers à qui me les demande. Voilà, enfin, je pense qu'il y a de la curiosité par rapport à ça aussi. On est bien, pour ça on est bien en France, hein. Le Français aime bien manger, donc c'est très ça. très... C'est ça, le côté franchouillard un peu oui, de la gastronomie. Paris qui était capitale intellectuelle, et, apparemment il serait plutôt maintenant le pays, je ne sais pas si on peut dire de la convivialité, mais enfin en tout cas de la bonne chère en tout cas. Hein, et donc c'est ce qui semble retenir un petit peu davantage l'intérêt des gens maintenant. C'est ça. Je pense que la France a toujours eu cette image de pays de la gastronomie. Enfin, on a quand même beaucoup de chefs étoilés. On a cette culture du bien manger et du bien boire aussi d'ailleurs. Mais cette image, elle est comment dire, souvent les personnes qui viennent en France effectivement goûtent à ces plats traditionnels et enfin essayent en tout cas de le faire. Alors après ils sont plus ou moins traditionnels en fonction de là où on va les manger, mais je pense qu'il y a un rayonnement culinaire. Mais sinon effectivement le repas traditionnel français ne serait pas classé à l'UNESCO. Et je pense que d'autant plus depuis ce classement, il y a un intérêt peut-être plus grand encore pour ça. Et en termes de boissons, donc là on a évoqué la nourriture, donc vous parliez de boissons, qu'est-ce que vous servez pendant ces banquets, et qui est traditionnel? Alors, on sert de l'hypocrase blanc, de l'hypocrase rouge. L'hypocrase c'est quoi? C'est un vin dans lequel on a mis des épices.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, on n'avait absolument pas tous les conservateurs qu'on a aujourd'hui, et que donc le moyen qu'on avait de conserver le vin le plus longtemps possible, avant qu'il devienne de picrate, c'était tout simplement de mettre des épices dedans. Et donc, on sert de l'hypocrase blanc, de l'hypocrase rouge. Alors, les épices dedans sont à peu près similaires. Ça va être de la cardamome, de la cannelle, du gingembre. Qu'est-ce que je mets d'autre encore dans le mien? Du massis. Enfin voilà, un ensemble d'épices. La maniguette. Tout un ensemble d'épices. Alors la maniguette, c'est une épice, si je ne vous dis pas de bêtises, mais peut-être que vos auditeurs me corrigeront si c'est le cas, c'est tiré en fait de la cosse de la cardamome. La cardamome, c'est la cosse. Et à l'intérieur, vous avez une petite graine noire qui s'appelle la maniguette. Et c'est vous qui faites ces préparations, enfin, tout au moins peut-être la recette, enfin... Alors nous, on a un fournisseur pour le banquet. Oui. Mais moi, à titre personnel, effectivement, quand je fais de l'hypocrase, c'est de l'hypocrase maison. Alors, à ces épices, on rajoute du miel ou éventuellement du sucre, selon les recettes ou les deux, en fonction des recettes que l'on pratique. Et est-ce que les gens donc apprécient ce qu'ils mangent? Ou est-ce qu'il y a des remarques particulières? Est-ce qu'ils sont surpris? Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont surpris par la quantité. C'est souvent le cas, on voit souvent les gens au début du repas manger de bon cœur, etc. Et puis quand on arrive au milieu, bon, on voit que voilà, ils goûtent un peu, mais que ça commence à faire beaucoup. Bon, donc l'idée, si vous voulez, je pense que les gens sont vraiment surpris par la quantité, aussi par le goût pour certains. Pour certains des plats, effectivement, c'est un petit peu atypique. Je pense à la rissole notamment, qui est cuite à l'eau. Donc contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, où on aurait tendance plutôt à mettre un petit filet d'huile ou à cuire à l'huile, etc. Là c'est cuit à l'eau, donc du coup les gens ils ont peut-être une appréciation un petit peu différente. Après, il y a différentes approches. Vous allez avoir les gens qui ont aimé, qui ont goûté, et ça a plu ou pas. Et puis vous allez avoir les gens qui vont s'arrêter finalement à ce qu'ils voient et se dire ouais, ça me dit trop rien, quoi. Donc vous avez vraiment les deux possibilités, sachant que nous on s'efforce de faire un débrief avec les gens avant qu'ils partent. Moi j'aime bien les voir à la sortie, discuter avec les gens avant qu'ils s'en aillent. Vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce qui ça vous a plu ou pas, ou voilà. Donc l'idée étant bien sûr de perfectionner notre concept au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous avez eu comme remarque les majoritaires? Les gens sont contents. Les gens sont contents, ils ont passé un bon moment, ils ont bien rigolé, ils ont bien mangé. Ils se demandent comment le lendemain ils vont pouvoir aller travailler parce qu'ils se tiennent encore le ventre avant de partir. Enfin voilà, les gens sont très contents de ce qu'on réalise dans l'ensemble. Et est-ce qu'il y a des jeux à table? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent à table? Alors, pour la première édition du banquet, on avait fait intervenir un magicien, etc. Pour la deuxième édition, on n'a pas réédité. Par contre, on a essayé de développer vraiment une animation à table sur tout ce qui va être effectivement contenance de table, etc. Plus axé en fait sur l'historicité, l'historique du banquet, etc. C'est-à-dire que est-ce que c'est vous qui venez, vous faites je sais pas si on appelle ça une causerie sur... Alors ce sont les derniers trouverts qui prennent en charge toute l'animation, aussi bien musicale que les intermèdes entre les repas, etc. Voilà. Et l'aspect danse également, les gens arrivent à danser? Alors les gens arrivent à danser avec plus ou moins de difficultés. En général, on termine dans la rue parce qu'il y a plus de place. C'est quand même plus agréable. Donc effectivement, on essaye d'initier les gens au pas. Alors effectivement, dans les banquets, on manque de place puisqu'il y a les tables. Pour la soirée, il n'y aura pas de table, donc on va gagner de la place. Pour la soirée dansante du 25 octobre. Donc effectivement, là, on va être un petit peu plus à l'aise pour danser.
Et quand vous dites les gens sortent, c'est-à-dire que donc ils vont faire la farandole. On sort, on fait la farandole dans la rue, voilà. Puis quand on a fini notre petit morceau, on redescend et voilà. Et d'une manière générale, on remercie grandement. D'ailleurs, j'en profite que je sois sur le net. On remercie grandement les gens qui se retrouvent parfois coincés quand on danse au niveau de la rue, puisque c'est une rue qui est légèrement passante. Encore que on n'est pas beaucoup de voitures, donc en général on s'éloigne, hop, la voiture passe et puis on revient sur le devant du restaurant. Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des gens de l'extérieur qui se joignent à la farandole Alors, qui se joignent à la farandole, non, pas encore. J'aimerais bien, mais non. Par contre, des gens qui s'arrêtent, qui nous regardent, qui nous posent des questions, qui sont curieux, ça oui. Et après tout, c'est le but aussi de nos manifestations, c'est d'interpeller un petit peu les gens et puis pourquoi pas de les inviter à venir à une prochaine édition. Et est-ce qu'au niveau des danses, alors donc il y a les farandoles qui sont faciles, hein, enfin je veux dire accessibles à tout le monde, ou est-ce que ce sont les trous verts, ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent montrer alors on a certains types de danses particulières? On a ce qu'on appelle un maître à danser. Le maître à danser, c'est lui qui va être en tête de farandole ou éventuellement face aux gens et qui va leur expliquer les pas. Alors, la farandole est une chose, bien qu'elle s'appelle pas forcément farandole, mais je veux pas rentrer trop dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un pas de base qui s'appelle le branle. Alors vous avez le branle simple, vous avez le branle double. Après, bon, c'est comme pour les danses contemporaines finalement. Vous prenez un morceau de rock, vous allez avoir des passes différentes, elles vont avoir un nom différent, etc. C'est exactement la même chose au Moyen-Âge. Vous allez avoir le branle double, où vous allez faire par exemple, si je vous dis pas de bêtises, c'est 2 grands pas à gauche et 2 petits pas à droite. Donc ce qui fait que du coup, quand vous faites votre branle, vous avancez systématiquement, puisque vous allez faire 2 grands pas où là vous allez beaucoup avancer, puis 2 petits pas où vous piétinez presque. Voilà. Ça, c'est l'exemple d'un pas. Après, il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est de montrer aux gens les différentes danses possibles, de leur faire écouter donc différents morceaux et d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent, alors ça ne se maîtrise pas en un banquet, mais qu'ils puissent au moins avoir un aperçu de ce que c'est. Et tout le monde arrive à participer? Tous ceux qui le souhaitent. Alors après, il y a parfois des gens qui ont tendance peut-être à pas oser, mais on essaye vraiment d'emmener tout le monde dans la danse. Y compris dans les farandoles, il y en a qui restent sur la réserve? Toujours un petit peu. Après, bon, il y a des gens qui parfois se laissent entraîner par leur conjoint, par exemple, ou par leurs proches, et qui finalement se demandent un petit peu ce qu'ils font là, et puis osent pas forcément, ou des gens qui ont peur du ridicule, mais d'une manière générale, ils sont assez minoritaires. Il y a très peu de gens, une fois qu'ils sont là, qui se lâchent pas, en fait. Oui, ça peut paraître surprenant, parce que dans la mesure où ils viennent, on peut imaginer qu'il y a une démarche où ils vont s'ouvrir à quelque chose et peut-être se lâcher, pour reprendre le terme que vous utilisez. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement, ils vont quand même rester sur leur réserve, alors qu'ils viennent a priori pour je pense qu'il y a des gens, comme pour n'importe quelle danse contemporaine, il y a des gens qui aiment, et puis il y a des gens qui sont venus là pour l'ambiance, pour écouter la musique, mais pas forcément pour danser. Je veux dire, dans n'importe quel événement festif, n'importe quel mariage, vous allez toujours avoir un moment où il y en a un qui va rester assis, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il a trop mangé, soit parce qu'il n'a pas envie de danser ce morceau-là, mais il dansera celui d'après, ou inversement. Oui, mais c'est-à-dire qu'à une certaine époque, c'était, on va dire, peut-être un peu plus marginal. Effectivement, celui qui sera fatigué ou bon, qui aura des soucis particuliers. Alors que maintenant, alors, sans parler spécifiquement des fêtes médiévales, on voit qu'il y a beaucoup de gens, entre guillemets, passifs par rapport à ceux qui vont participer. Est-ce qu'on retrouve ça dans Alors nous, sur nos événements, ils sont vraiment minoritaires. Ouais. C'est en général peut-être 3-4 personnes sur un banquet qui ont fait une 60aine. Donc c'est vraiment pas grand-chose, c'est vraiment une toute petite partie. Mais effectivement, il y a des gens qui ont un peu de mal à se glisser dans le truc, quoi. Bon, je respecte, hein, c'est un choix, mais d'un autre côté, faudrait pas occulter pour ces 4 personnes-là
les 56 autres qui sont là, qui s'éclatent et qui se font plaisir, quoi. Enfin, moi, en tout cas, mon but, c'est ça. Alors après, effectivement, le jour où la tendance s'inversera et où j'aurai 56 personnes assises et 4 personnes debout, là, oui, je me poserai des questions de savoir qu'est-ce que j'ai fait de travers. Mais pour l'instant, je dirais que petit à petit, peut-être effectivement au cours d'autres éditions ou pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas danser tout simplement, il y aura des améliorations à ce niveau. Oui, en même temps, vous êtes pas, enfin, vous dites, ce ne sera pas forcément votre responsabilité. Maintenant, si les gens veulent pas danser, que, je sais pas, ils viennent vous demander après des recettes de cuisine, des ateliers cuisine, parce que c'est la grande mode des ateliers cuisine. Il y a des gens qui sont là pour goûter les plats et simplement pour se faire plaisir gustativement parlant. Après tout, moi, ça me va tout aussi bien. L'important, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et je pense que jusqu'à présent, au regard de tous les retours que j'ai pu avoir, je pense que jusqu'à présent, on est vraiment dans les clous et que les gens sont vraiment contents. C'est quelque chose que vous envisagez, envisageriez les dits ateliers de cuisine ou pas, enfin médiéval? Alors, pour faire des ateliers de cuisine médiévale, il faut avoir des connaissances très spécifiques, d'une part, et il faut avoir un lieu. Or, ici à l'échoppe, vous vous doutez bien que c'est absolument pas possible. C'est vrai que Par contre, je connais un certain nombre de reconstituteurs, et notamment un en particulier qui fait de la cuisine historique, qui est un grand spécialiste de la cuisine médiévale, qui lui, effectivement, se déplace dans des châteaux, faire des interventions, que ce soit des colloques, que ce soit des ateliers, etc. Donc, si effectivement on me demande un atelier à ce moment-là, j'aurais aucun scrupule à orienter cette personne vers Fabien Muller, qui est un très grand spécialiste du sujet. Mais moi, en l'état, je ne peux pas organiser ce type de prestation. Et vos banquets, alors, se clôturent comment? Si clôture il y a d'ailleurs? Alors, si clôture il y a, d'une manière générale, après le repas, donc il y a quelques danses, voilà, et puis il y a le morceau de la fin, entre guillemets, et puis finalement, tout le monde repart progressivement chez lui après la dernière danse, quoi. Et est-ce qu'il y a des jeux qui s'installent entre les gens, voilà, celui qui dirait moi je suis le roi, moi je suis ceci Non, pas à ma connaissance. D'une manière générale, les gens restent assez bons enfants. Alors peut-être qu'après, au sein de leur petit groupe, il y a des petits délires comme ça. Je sais pas du tout. Mais non, j'ai pas eu ce genre de cas. J'ai pas eu ce genre de cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que les gens, donc tout le monde est costumé, il n'y a pas de. Là par contre, il n'y a pas d'exception, oui, j'imagine. Tout le monde est costumé. Donc personne, on va dire, n'incarne un personnage particulier du fait du port de ce costume. Non. Ou alors, effectivement, entre eux, les gens, je vous dis, entre eux, ils se laissent porter un peu par la chose. Mais et si vous voulez, nous, on n'a pas d'incarnation de personnage dans le sens où on serait, par exemple, à la cour du roi de France. Voilà, il y aurait un roi, ses pages, et puis les notables autour. Enfin, non, on n'est pas dans cette optique-là. Où les gens viennent, se costument pour se mettre dans l'ambiance, et ensuite, effectivement, on passe à table, on passe un bon moment, on est tous ensemble, on rit, il y a un échange avec les artistes, voilà. On est plus dans cette optique-là. Oui, c'est plus la convivialité, la détente, c'est ça. Le partage finalement, que le jeu pourrait être aussi un partage. Donc il n'y a pas de maître du jeu comme il y en avait par exemple dans le cadre des jeux de rôle, où tout d'un coup il y en a un qui instaure un espèce de jeu théâtral. Là, on n'est pas vraiment dans l'optique du jeu de rôle. On n'est pas non plus dans l'optique de la reconstitution historique, puisque si on était dans l'optique de la reconstitution historique, on serait effectivement dans le cadre où il y a un contexte bien précis, la cour d'un roi bien précis, à une époque bien précise, avec des plats bien précis, etc., etc. Là, on est dans une optique de découverte, de faire découvrir aux gens des goûts, des saveurs, des recettes de l'époque, dans un cadre, effectivement, qui est le plus historique possible en fonction de nos moyens. Si on avait voulu faire une reconstitution,
on aurait fait un petit peu à l'image de ce que fait Guédelon. Guédelon, avant de construire leur château, ils se sont dit, voilà, notre époque, l'époque qu'on va choisir, c'est un petit prince de la Puisée en 1225, si ma mémoire est bonne, mais je dis peut-être des bêtises. Voilà. Donc ils se sont choisis un personnage, donc un petit prince qui est en Puisée, ils se sont choisis une époque, donc 1225. Voilà, à partir de là, tout est dit. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont construire, ils vont le faire avec les connaissances de l'époque, les moyens de l'époque, etc. Moi, avec mon banquet, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, j'essaye de m'efforcer de proposer, avec les moyens qui sont les miens, une recomposition de ce qu'aurait pu être gustativement des plats. Voilà. On est dans un degré moindre en termes de reconstitution. Et on n'est pas dans le jeu de rôle non plus, puisqu'effectivement, il n'y a pas de rôle. On aurait pu très bien dire, bah tiens, on va mettre des personnages à table qui vont faire le roi, qui vont faire la reine. On pourrait. Oui, tout comme ça pourrait j'imagine si un grand groupe d'amis, par exemple, ça pourrait se faire naturellement, ça pourrait se faire, bien ou sûr, tout d'un coup, il y a une sorte de mise en scène. Mais ça pourrait tout à fait se faire, bien sûr, mais pour l'instant, c'est pas mon objectif. Peut-être un jour, en évoluant le concept, mais pour l'instant, c'est pas du tout mon objectif. Et d'ailleurs, si je devais faire évoluer le concept, ce serait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire plus vers l'historique et la reconstitution, dans un degré moindre, encore une fois, mais ça serait plus dans le curseur inverse que vers le jeu de rôle. C'est-à-dire donc l'aspect culinaire et voir sur les costumes, donc l'aspect entre guillemets intellectuel. Pourquoi pas. Plus que le côté ludique. Après, encore une fois, pour moi, il doit y avoir des deux. Mais si je devais effectivement proposer autre chose, j'essaierais d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus authentique. Mais après, c'est un choix. Mais je pense, et je le dis, encore une fois, que ce qui est important, c'est que l'aspect ludique reste. Si c'est juste pour faire un cours d'histoire autour d'une assiette, les gens s'en fichent. Et le drame, il est là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens connaissent si mal leur histoire? C'est parce qu'on ne sait plus les y intéresser. Oui, donc justement, l'intérêt du ludique qui peut permettre une transmission de l'histoire sans que ce soit rébarbatif et trop cadré finalement. Et alors, dans les soirées dansantes, médiévales, est-ce qu'on a un public plus initié, dans la mesure où il y a des danses un peu plus... Dans la mesure où c'est la première, qu'on va organiser là tout bientôt, je ne saurais pas vous dire encore quel public je vais avoir. Alors, probablement un certain nombre d'habitués et de curieux qui ont déjà l'habitude de pratiquer ce genre de soirée sur Paris et qui vont venir voir. Mais après, vous dire quel degré, quel public précis je vais avoir, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Oui, c'est-à-dire que c'est le public qui va se mettre à danser. Enfin, j'imagine qu'il y a un groupe, non, qui va faire de l'animation. Alors, il y a la Carité de Dingamore qui vient, la Carité de Dingamore qui fait de la musique à danser, donc médiévale et renaissance. Et donc, du coup, effectivement, il va y avoir de ce groupe qui va jouer, des morceaux dansants. Et donc, du coup, un maître à danser qui va lancer la danse, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même un maître à danser qui va montrer. Et j'imagine essayer d'entraîner tout le monde, bien que a priori s'ils viennent pour danser, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour... Après il y a un public parisien qui est connaisseur et qui effectivement participe depuis de nombreuses années déjà à des soirées médiévales sur Paris. Et donc du coup il y aura probablement parmi le public qui viendra à notre soirée un certain nombre de personnes qui souhaitent peut-être en avoir plus. Et donc du coup, effectivement, profiter de celles qui existent déjà et venir par curiosité à la nôtre pour voir ce que ça donne. Donc ça se passe toujours aux écuries du roi, c'est ça, donc toujours. Rue Bachaumont. Et là c'est une sorte de taverne, c'est animé comment, sous forme de taverne, avec Hippocrate, enfin, toutes les boissons typiques. Il n'y a pas du tout de nourriture, comment ça se passe? Alors, pour cette première édition, il peut y avoir restauration sous précommande. Donc il ne faut pas hésiter c'est d'ailleurs mis partout, à nous passer un petit coup de fil ou à nous envoyer un mail
si vous souhaitez dîner sur place. Ne sachant pas trop combien de personnes on allait avoir pour la première, on n'a pas osé trop se risquer sur la restauration. Par contre, il y aura à boire. Sachant que le début de la soirée est à 20 h, on a tablé sur le fait que les gens auraient probablement mangé avant, donc on ne s'est pas trop lancé sur la restauration. Maintenant, sur les autres éditions, ça peut être une édition future, ça peut être une évolution future, c'est même envisagé d'ailleurs. Et donc vous dites nous envoyer un mail ou nous contacter, c'est-à-dire concrètement? Alors concrètement, c'est envoyer un petit mail à contact@eshopmedieval.com, donc contact@eshopmedieval.com, ou nous appeler sur le numéro de l'échoppe que vous trouverez sur Internet. Que vous trouverez sur www.eshopmedieval.com. Voilà, je le connais pas par cœur, j'en suis fort désolée. Bon, souvent on s'appelle pas. Mais voilà, non, en général, moi j'appelle directement mes collègues sur leur mobile, comme je sais que la ligne est souvent occupée ici, donc je vais quand même pas donner le numéro de portable du patron à l'antenne. Il ne pas apprécié beaucoup, non. Et est-ce que vous intervenez dans les shops médiévales toujours, enfin à part ce contexte festif d'organisation donc de soirées et de banquets, est-ce que ici vous y avez encore quelques activités? Alors non, ici moi, en dehors de ce que j'assure pour le banquet et pour la soirée, je travaille plus à l'échoppe médiévale. Je suis à l'heure actuelle, alors c'est un terme un peu ronflant, donc voilà, mais je suis ingénieure conceptrice de projets culturels. C'est un gros mot pour dire que ma passion pour l'histoire, j'ai envie d'en faire mon métier et que j'ai envie d'organiser des événements qui mettent en valeur le patrimoine. Alors ça peut être un château, ça peut être, comme je le fais là pour le banquet, ça peut être de la cuisine, ça peut être n'importe quoi. Un jardin, un parc, voilà. L'idée, c'est de monter des projets culturels qui me permettent de mettre en valeur un certain nombre de choses qui me sont chères. J'avais commencé à travailler sur un événement avec une association qui malheureusement n'a pas abouti, mais par exemple qui mettait en valeur le légendaire, le féerique et le fantastique. Et bon, à travers la littérature, à travers les arts, à travers le jeu de rôle, à travers plein de choses. Bon, pour des raisons extérieures, ce projet s'est pas monté. Mais en tout cas, voilà, en tant que bénévole comme en tant qu'à titre professionnel, je travaille, j'essaye de me travailler sur différents projets. Et dans ce cadre-là, on vous contacte via le site Passion Médiévale? On peut me contacter via Passion Médiévale, on peut me contacter via mon site professionnel, qui n'est pas très compliqué, donc aurélie-ayello.com. Voilà. C'est facile à trouver, comme ça c'est fait. Et puis, donc voilà, à ce titre-là, j'ai travaillé aussi sur une étude pour le domaine de Chantilly, donc avec Marc Puig, qui est aussi consultant. Donc voilà, à terme, ce que j'aimerais, c'est être vraiment au cœur de tout ce qui va être valorisation du patrimoine. Et par rapport aux banquets et aux soirées, idéalement, qu'est-ce que vous aimeriez programmer, ou est-ce que Pour l'instant, moi je trouve que le concept, au niveau du banquet, puisqu'on en a déjà eu deux, le concept plaît. Maintenant, ce que j'aimerais bien progressivement, c'est peut-être le développer en apportant des petites touches supplémentaires, peut-être en simplifiant un peu le menu pour que les gens aient moins l'impression d'être remplis à ras-bord quand ils ressortent. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses à améliorer, à changer, voilà, en fonction du ressenti qu'ont les gens. Donc pour la soirée, ce que je veux en faire, je vous dirai ça quand il y aura eu la première, puisque pour l'instant le concept a fait ses preuves, me semble intéressant. Et puis on verra après en fonction du ressenti du public et de leurs envies comment on peut faire évoluer cette soirée-là. Mais est-ce que dans votre idée, par exemple, c'était une fois
par mois, une fois tous les 15 jours ou 3 fois par an? Bon, j'imagine que ça dépendra de la demande. Pour l'instant, ça dépendra de la demande et effectivement, pour l'instant, une par mois, une tous les 15 jours, pour l'instant, je ne sais pas, absolument pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Maintenant, autant qu'on pourra, si ça peut faire plaisir à des gens, ça c'est sûr. Mais après, voilà, pour l'instant, j'ai pas de... La première, c'est vraiment ce qui va déterminer le reste du projet. Très bien. Donc on rappelle, donc pour cette soirée, se connecter sur le site eshopmedieval.com. C'est ça. C'est ça. Et donc c'est le 25 octobre, de 20h à 2h du matin, au 8 rue Bachaumont, donc c'est métro Châtelet-Les Halles ou Étienne Marcel, je crois. Vous pouvez avoir les deux. Que puis-je vous dire de plus? Retrouvez-nous sur Facebook aussi. Hein, oui. Vous pouvez venir nous voir sur Facebook, sur soirée et banquets médiévaux parisiens, c'est le nom de notre page. On vous enverra de là sur la page événements qui comporte le Google Maps, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez venir nous voir. Bien, mais en tout cas, merci beaucoup Aurélie Aiello pour cet entretien qui fut fort riche, comme beaucoup de personnes qui sont dans ces milieux-là. Puis on vous souhaite une belle réussite dans vos projets, dans vos réalisations. On remercie, merci beaucoup. On remercie également Gilles Soulas qui nous a accueillis donc au sein de, je vais dire, cette caverne d'Ali Baba. Je ne sais pas si on peut employer ce terme pour parler de l'échoppe médiévale. Et puis merci à Jacques Thomas qui nous accompagne également à la technique ce soir. À très bientôt pour une autre émission. Et puis soyez nombreux aux banquets et aux soirées. Et amusez-vous tous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.